Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les Matins du Sénat. Aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre bien sûr l'examen du budget 2020, le budget du travail, mais aussi les discussions sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Vendredi, le Sénat a adopté un amendement visant à remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive. Objectif, vous allez le voir, taxer notamment les yachts et les bitcoins. Direction l'hémicycle et je vous retrouve tout à l'heure. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 823 de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Ça va, un amendement à laquelle, Madame la Ministre, vous ne pourrez que souscrire. Ça correspond exactement à l'intention exprimée par le Président de la République lorsqu'il a supprimé l'ISF. Le Président de la République... Pardon ? Oui, c'est une bonne entrée en matière. Le Président de la République, lorsqu'il a supprimé l'ISF et qu'il a créé l'IFI, a dit « Je taxerai tout ce qui ne contribue pas à l'économie réelle ». Et partant de ce postulat, ça a été traduit par une taxation de l'immobilier, comme si l'immobilier ne contribuait pas à l'économie réelle. En revanche, de manière assez étrange, on a exonéré les liquidités, on a exonéré le diamant, on a exonéré les crypto-monnaies, les bitcoins, on a exonéré l'or, on a exonéré les yachts, même si on a fait des taxes un peu bidons sur les yachts, etc., etc. Donc dans la pratique, concrètement, on est très très loin, évidemment, de l'intention initiale qui avait été exprimée par le Président de la République d'exonérer d'imposition sur la fortune tout ce qui ne correspondait pas à l'économie réelle. Et évidemment, ça pose ensuite une difficulté qu'on a identifiée en commun avec Vincent Eblé, avec le président de la Commission des Finances, celle de savoir s'il y a ou non ruissellement dans l'économie du fait de la suppression de l'ISF. Alors ce que propose cet amendement, c'est extrêmement simple, je ne vais pas m'étendre très longuement. Nous proposons de supprimer l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, et de le remplacer par l'IFI, impôt sur la fortune improductive. Et là, pour le coup, le ruissellement sera sans doute réel, puisque si vous taxez les liquidités, si vous taxez les placements improductifs, eh bien les contribuables, normalement, devraient se détourner de ces placements improductifs et aller investir dans l'économie réelle. Alors, moi, je retirerai mon amendement, Madame la Ministre, si vous me démontrez que investir dans des appartements qui contribuent à loger les familles, investir dans des usines qui contribuent, je pense, à la production française, investir dans des commerces, investir dans des entrepôts logistiques, si vous démontrez que ça contribue moins à l'économie qu'investir dans le bitcoin. Si vous me le démontrez, je retirerai mon amendement. Sinon, bien entendu, je pense que le Sénat sera très heureux de le voter et nous serons ainsi tout à fait en ligne avec ce qu'avait souhaité le Président de la République initialement. Merci. L'amendement 122 rectifié bis, Madame Darcos. Je ne vais pas être aussi brillante que le rapporteur. Ben oui, là, c'est à peu près la même chose, mais bien évidemment, mon collègue Duplon, c'est surtout sur les exploitations. Enfin, j'imagine qu'il pensait bien évidemment avant tout aux exploitations agricoles. Lui, il veut donc insérer un article, donc en modifiant le montant de 101 897 par 300 000. Et le 1 qui s'applique au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2021. Donc ce remplacement, depuis le remplacement de l'ISF par l'IFI, le portage du foncier n'est plus attractif pour un investisseur dans la mesure où l'impôt sur la fortune immobilière marginalise le foncier au profit des valeurs mobilières qui sortent intégralement de l'assiette de cet impôt. C'est bien évidemment totalement en inadéquation avec le prix du foncier agricole. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur le 122 rectifié bis? Sur le fond, évidemment, on ne peut que souscrire à l'amendement qui vient défendu par notre collègue Laure Darcos et par l'amendement de M. Dupont, parce que, évidemment, l'investissement dans des terres agricoles contribue à l'économie, en tous les cas plus que les biens improductifs que vous exonérez aujourd'hui dans l'IFI. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons un certain nombre d'amendements qui prévoient des abattements. Nous en avons eu également en première partie. On a eu sur le logement, on a eu sur divers biens. Et évidemment, ces débats vont se multiplier parce que les terres agricoles, les rendements sont évidemment faibles, ça contribue, on connaît la situation de l'agriculture, et c'est une aberration économique de taxer, avec un taux aussi élevé, les biens agricoles. Donc cet amendement, évidemment, sur le fond, on ne peut qu'y souscrire. En revanche, si on vend l'amendement que j'ai proposé, que je viens de présenter à l'instant, celui de la Commission des Finances, par définition, cet amendement sera satisfait sur une demande de retrait au profit de l'amendement de la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements?
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que la solution qui a été trouvée, qui consiste effectivement à faire en sorte que tout ce qui est d'ordre placement et placement qui vont dans les entreprises in fine, et pardon, mais la trésorerie, c'est quand même assez fluctuant d'un jour à l'autre parce que c'est votre compte courant, en gros, que vous mettez en cause. Me paraît pas utile. Ce qu'on a fait, c'est une claire différence entre ce qui est la fortune immobilière et effectivement les autres classes d'actifs qui, in fine, visent à financer l'économie. C'est un choix de la simplicité, c'est un choix de l'efficacité. Aujourd'hui, on constate cette année qu'on a une augmentation de l'investissement dans les entreprises. Une augmentation qui s'est prolongée en 2018 et 2019. Donc on peut penser que, en dépit d'un petit ralentissement macroéconomique dans d'autres pays que la France, qui aurait pu freiner les investissements des entreprises en se disant finalement on ne sait pas de quoi sera la croissance en 2020, il faut temporiser. Donc cet effet-là qu'on voit dans d'autres pays, on ne le voit pas chez nous. C'est pour ça que notre croissance est aussi soutenu, entre autres, par rapport à d'autres pays. 1,3%, on ne va pas se rouler par terre, ou 1,4%, mais c'est quand même élevé par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, etc. Et d'autre part, dans votre propre amendement, il y a des choix que je ne comprends pas nécessairement. Les crypto-monnaies ne constituent pas en soi des actifs qui sont improductifs. Bien au contraire. En plus, c'est probablement des activités qui sont créatrices de valeur pour la France, créatrices d'emplois, créatrices d'activités, qui sont un nouveau champ d'activité financier pour la place de Paris. Je crois que c'est pas du tout approprié et je regarde, vous mentionnez les résidences dans lesquelles on loge les familles, mais elles y sont bien dans votre impôt sur la fortune. Donc, tel que c'est rédigé, ça porte à confusion en tout cas. Donc c'est un avis négatif sur cet impôt sur la fortune improductive, de même que sur l'amendement numéro 122, qui vise à modifier certains paramètres et qui en réalité vont surtout bénéficier aux personnes aisées et me semble ne pas répondre à l'objectif de base sur les terres agricoles. Donc avis défavorable également. Merci Madame la Ministre. Monsieur Reynal pour explication de vote. Non, un mot simplement, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, pour dire simplement que pour notre part, vous le savez, nous sommes favorables à ce qui est plus d'IFI, mais au contraire qu'on recrée un ISF modernisé. Donc comme cela a été d'ailleurs proposé par le président Eblé dans le rapport excellent qu'il a commis avec le rapporteur général. Et donc ce sujet ne répond pas exactement à notre préoccupation. Pour autant, nous serons bienveillants et nous abstiendrons. Merci. Monsieur Delcros. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense que le mécanisme de l'IFI tel qu'il est aujourd'hui n'est pas tenable dans le temps, il n'est pas durable. Tout simplement parce qu'il ne répond pas à l'objectif qui s'était fixé. Moi, je rejoins les propos du rapporteur général. L'idée de dire qu'il ne faut pas taxer les investissements qui sont productifs, moi, très franchement, je pense qu'on est nombreux à être d'accord là-dessus. Mais aussi, en contrepartie de ça, admettez, Madame la Ministre, que quelqu'un qui va acheter un immeuble dans un centre-ville pour rénover cet immeuble et pour y faire du logement, à la fois, il contribue à la rénovation du patrimoine, à la revitalisation du centre-ville, à créer des logements et en plus de ça, à alimenter l'activité économique du bâtiment dans des territoires qui souvent en ont besoin et donc à soutenir l'emploi. C'est la raison pour laquelle je pense que l'IFI tel qu'il est aujourd'hui et qui ne répond pas encore une fois à l'objectif fixé au départ, ne peut pas être tenable dans le temps. Alors je soutiendrai évidemment cet amendement. Je pense que la question ne sera peut-être pas réglée cette année, mais en tous les cas, je pense que très vite, il faudra revenir sur ce mécanisme-là. Merci, Monsieur le Président Dallier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous ne nous attendions pas à ce que vous donniez un avis favorable, Madame la Ministre, mais moi, je veux orienter mon argumentaire sur l'immobilier et le logement.
Parce que c'est cela qu'il faut regarder dans son ensemble. Vous aviez, enfin, le président de la République avait promis de supprimer l'ISF. Très bien. Il n'a pas voulu aller jusqu'au bout, il a gardé l'IFI. On va taxer effectivement les investissements dans l'immobilier. À côté de ça, vous supprimez la taxe d'habitation, il ne va plus rester que le foncier bâti. On se donne rendez-vous dans quelques années. Il est évident que les communes n'auront plus que ce taux à pouvoir utiliser pour augmenter leurs recettes. Vous verrez que le foncier bâti va augmenter. Vous demandez aux bailleurs sociaux de faire des efforts conséquents, vous demandez à Action Logement de faire des efforts conséquents, vous supprimez le PTZ en zone détendue, enfin on va le rétablir en seconde partie. Vous allez vous attaquer au Pinel avec tous les rapports qui ont été rendus, on voit bien dans quelle direction tout ça va aller. C'est l'ensemble de ces mesures qui posent une grosse difficulté. Le logement est la principale source d'économie que ce gouvernement a trouvée depuis 2 ans. Les résultats, vous les avez. Moins de logements mis en chantier, que ce soit les logements sociaux ou que ce soit les logements privés. Donc si on continue sur cette pente descendante, tout le monde y perd. L'économie y perd, parce que le secteur du logement est quand même un secteur très important, et les Français y perdent parce qu'ils ont besoin de se loger. Alors je pense que l'IFI tel qu'il a été imaginé, il ne tiendra pas la route. Vous serez obligé effectivement d'y revenir, et moi je pense que le plus tôt serait le mieux, parce que quand on sera descendu en dessous d'un seuil de mise en chantier de logement qui va poser de très grosses difficultés dans ce pays, ça ne sera pas tenable. Voilà. Donc j'espère que le gouvernement y réfléchira, mais toutes ces mesures vont dans la mauvaise direction. Donc on votera bien évidemment l'amendement du rapporteur général. Merci, chers collègues. Monsieur Carucci. Je voterai naturellement cet amendement. Et moi, je voudrais dire à la ministre que je pense qu'on est avec l'IFI, avec les propositions du rapporteur général, mais aussi avec l'attitude, le comportement du gouvernement en face d'une réalité qui n'est plus seulement économique et financière. Il y a un problème de société, Madame la ministre. Si la France se trouve aussi fracturée aujourd'hui, si les gens sont mécontents, pas seulement ceux qui sont dans la rue, mais globalement mécontents, c'est qu'on commence franchement à se dire « mais qu'est-ce que veut ce gouvernement ?» Je ne parle pas forcément de vous seulement depuis 2 ans. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On dit on va faire en sorte que les transactions internationales, que le diamant, que l'or, que je ne sais quoi, les bitcoins, très bien. Mais vous croyez que le citoyen moyen, il s'intéresse au cours du diamant, des bitcoins? Il veut un appartement pour sa retraite? Il veut qu'on lui dise clairement les choses, qu'on ne le matraque pas dès qu'il a l'impression d'épargner pour ses enfants, pour sa retraite, et on lui dit « non, non, mais investissez ». Mais vous parlez à qui? Vous parlez à qui? Mais qui dans la société? C'est 5%, c'est 2%. Mais il faut traiter tout le monde. Il faut que chacun se sente à sa place. Il faut que chacun se sente respecté. Il faut que celui qui épargne pour avoir un logement familial à Paris ou en Île-de-France ne se dise pas « c'est pas possible, je vais tomber sous le coup de l'IFI comme si j'étais coupable d'avoir épargné ». Mais où est-ce qu'on est? Dans quelle société on va? Moi, je dois dire, je ne comprends pas. Je partage pleinement les orientations du rapporteur général. Franchement, taxons davantage ce qui est effectivement improductif, mais ne décourageons pas les gens d'appartenir à la même société, d'avoir envie d'épargner pour eux ou pour leurs enfants, d'avoir envie de se constituer un patrimoine familial et personnel, ce qui était autrefois la base de la transmission dans ce pays. Ne cassez pas les bases parce que vous n'arriverez pas à en faire de nouvelles. Merci, chers collègues. Monsieur le Président Gabouty. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le rapporteur général a mis l'accent sur, je dirais, les anomalies ou un certain nombre de faiblesses de l'IFI, et en cela, il a raison. Moi, je pense qu'il faut effectivement revoir cet impôt, probablement au niveau des seuils, probablement au niveau du périmètre, rajouter certaines choses, en enlever d'autres, effectivement, l'or, le diamant, les bateaux, les œuvres d'art même, voilà. Ah non, mais je sais que ça va détruire le marché des œuvres d'art. Alors il faut peut-être mettre un seuil minimum, mais c'est un marché éminemment spéculatif, tout aussi spéculatif, malgré tout, que l'immobilier. Parce que lorsqu'on parle d'immobilier, il y a deux choses dans l'immobilier. Il y a l'immobilier
patrimonial, je dirais qui se transmet ou qui s'achète dans la durée. Ça peut être une précaution pour une deuxième partie de vie, etc. Et puis il y a l'immobilier spéculatif. Il y a des gens, on voit bien d'ailleurs des bulles qui se constituent à différents endroits du territoire, non pas pour investir dans l'immobilier, mais uniquement pour faire une plus-value de court terme. Donc il y a bien une taxation de l'immobilier à faire. Alors est-ce que voir comment on en exonère une partie, etc. En tout cas, ça ne peut pas se faire au niveau d'un amendement. Mais vous savez, monsieur le rapporteur, que vous ne prenez pas à grand risque, puisque vous savez que la proposition n'ira pas jusqu'au bout. Elle présente quand même, à mon avis, l'inconvénient de dire demain, le Sénat, comme on a vu que les choses sont montées en épingle, j'ai pas entendu des critiques aussi prononcées que la presse, que l'écho qui s'en est fait dans la presse à l'égard de l'Élysée. Il y avait des remarques plus que des critiques, et pourtant ça a fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans la presse. Demain, c'est le Sénat supprime l'IFI. Ça sera pas, il n'y aura pas la subtilité je dirais des différentes mesures que vous avez annoncées. Non, mais l'aspect simplificateur de la communication, c'est ça. Alors lorsque c'est sur quelque chose sur le fond et que ça va créer quelque chose ensuite avec l'Assemblée nationale. Mais là, c'est un amendement, je considère, moi, je ne mets pas à votre place, mais je le considère comme un amendement d'appel. Et donc, en cela, je pense que le sujet est sérieux, qu'il faut effectivement revoir les bases, le périmètre, les exonérations au titre de l'IFI, mais que c'est peut-être pas le moment, je dirais, de le faire et de donner un signe de renforcement. Ça serait, disons, ça serait traduit comme un renforcement de la situation des riches qui est déjà suffisamment reprochée à ce gouvernement. Donc je ne pense pas qu'il faille aller dans cette direction, même si, sur le fond, je partage en grande partie un certain nombre de remarques que vous avez faites. Merci, cher collègue. Monsieur Bocquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Un mot sur cet amendement. Nous avions, pour notre part, salué en partie le rapport que la Commission des finances avait produit sur l'évaluation après la suppression de l'impôt sur la fortune. Mais cet amendement, pour nous, n'est pas la réponse suffisante, bien évidemment. Si vous aviez les uns et les autres participé hier au rassemblement dans les rues de ce pays, vous auriez, oui, j'entends bien, mais vous auriez entendu les revendications, lu les banderoles, les pancartes, les affiches, et au-delà de la question des retraites, surgit à tous les instants la question de l'injustice fiscale et de l'injustice sociale. Elle est au cœur de ce qui est en train de se passer dans ce pays en ce moment. Alors on avait, nous, dans la première partie, proposé des amendements pour faire payer un peu plus ceux qui ont beaucoup plus que les autres. Bon, ça a été balayé du revers de la main, mais au moins le débat a été posé, et c'est toujours d'actualité. Et le sentiment largement partagé dans le pays aujourd'hui, c'est que, effectivement, la fracture qu'on a beaucoup dénoncée depuis 15-20 ans ne fait que s'aggraver, et c'est pas prêt de s'arrêter en 2020 avec le budget qui nous est proposé. Donc cet amendement, nous n'allons pas le voter. Et je vous rassure, le débat sur la richesse et sa contribution au fonctionnement de la société, il dépasse largement nos frontières en ce moment. Dans la campagne pour la primaire des présidentielles chez les démocrates, par exemple, le débat fait rage sur cette idée de faire payer davantage ceux qui ont beaucoup d'argent. Merci, cher collègue. Madame la ministre. Je veux répondre sur un certain nombre de points, peut-être parce que j'ai l'impression que certains arguments appellent une réponse. La première chose, c'est que la transformation de l'impôt de l'ISF en IFI, c'est une baisse de la fiscalité, mais ce n'est pas une augmentation de la fiscalité immobilière. J'observe d'ailleurs que l'ISF existait depuis le début des années 80 et qu'on n'a pas jugé utile de s'attaquer à la partie immobilière comme étant problématique. Donc, ce que nous avons fait, c'est réduire la base taxable de l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que nous estimions qu'une partie de ce qui était taxé, ça a été montré assez largement par des économistes de différents bords, pesait sur l'économie, pesait à la fois sur le développement des entreprises, et notamment est un élément d'explication du fait que nous avons peu d'entreprises de taille intermédiaire par rapport à l'Allemagne, et que nous avons des PME de taille plus petite. Parce qu'à un moment, les porteurs des parts lorsqu'ils veulent réduire leur participation, ne sont pas en situation de financer la taxation que représentait l'ISF. On a ainsi perdu beaucoup de densité en termes entrepreneurial. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Lorsque je lis votre amendement, vous dites, au fond, il faut être à l'écoute des gens et tout le monde n'est pas en train de faire des placements financiers. Je suis bien d'accord. Et ce qui m'étonne, c'est que l'impôt que vous proposez, c'est un impôt qui taxe les propriétaires qui habitent leur logement. En revanche, ceux qui mettent leur logement en location ne sont pas taxés. C'est un peu surprenant parce que, enfin, moi je le lis, donc rentre dans l'impôt, l'assiette de l'impôt sur la fortune, les logements dont le redevable se réserve la jouissance ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance, les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toute diligence. Donc, vous êtes propriétaire, vous avez réussi à acheter votre logement, vous payez, vous avez des revenus de rapport sur un certain nombre de propriétés immobilières, vous ne payez pas. Je trouve que c'est magnifique. Ça ne me paraît pas tout à fait une mesure de justice sociale. Je ne reviens pas sur le fait de taxer les actifs numériques, puisqu'encore une fois, ce sont une source d'activité, d'attractivité pour la France. Et enfin, je m'étonne que l'on taxe les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, dont le redevable n'est pas l'auteur ou l'inventeur. Enfin, tout ça me paraît peut-être un amendement d'appel. Je le prends sous cette thématique-là, mais en tout état de cause, je crois qu'il n'est pas temps aujourd'hui de modifier les paramètres d'un impôt dont on mesure plutôt des aspects positifs que négatifs. Ce débat, on l'a compris, probablement encore dans les mois qui viennent, et je crois qu'on est capable d'avoir un débat serein sur ces sujets-là, mais il me semble qu'en tout état de cause, qu'on est loin d'avoir quelque chose de mûr et d'applicable. C'est un avis défavorable. Si, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général. Cohérente, c'est la fortune improductive. Et je vous rappelle qu'il y a également, pour vous lire complètement l'amendement, un seuil d'assujettissement qui est remonté à 2 570 000 euros pour la résidence principale. Voilà, donc, par cohérence d'assiette vis-à-vis du Conseil. Par cohérence vis-à-vis du Conseil constitutionnel, on a une assiette cohérente, c'est la fortune improductive. Donc je pense que ça irriguera plus l'économie, c'est notre analyse que le Bitcoin. Dans tous les cas, c'est l'analyse. Alors comme vous avez vu que c'est un amendement de seconde partie, applicable à partir de 2021, et comme le gouvernement lui-même, en première partie, Gérald Darmanin, et sur les bancs, les uns et les autres ont reconnu quand même que c'était imparfait, le ministre nous a dit il faudra revoir, c'est vrai, etc. Vous avez un an pour faire le cheminement intellectuel et sans doute revenir à la solution que vous propose le Sénat. Donc on se reverra PLF pour 2021. Merci, Monsieur le rapporteur général. Je mets aux voix l'amendement 823 de la Commission. Avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et fait tomber le 122 rectifié bis. La première caractéristique du budget de la mission Travail et Emploi en 2020, c'est sa stabilité par rapport à l'année précédente. Stabilité faisant suite à plusieurs années de diminution des crédits. Les autorisations d'engagement se stabilisent cette année à 13,5 milliards d'euros, tandis que les crédits de paiement portés à 12,8 milliards d'euros connaissent une légère augmentation. La diminution des crédits de la mission constatée les années précédentes respecte strictement la programmation triennale 2018-2020 et traduit la nécessaire contribution du ministère du Travail et de ses opérateurs au redressement des finances publiques. Cette trajectoire est également à replacer dans le cadre d'une amélioration de la situation de l'emploi. Selon l'INSEE, au deuxième trimestre 2019, le chômage au sens du BIT s'établit à 8,5% de la population active, soit 0,6 points sous son niveau de 2018 et 2 points sous son niveau de 2015. Le chômage de longue durée, au moins un an, continue de baisser, s'établissant à 3,1% de la population active, soit 0,4 points de moins qu'un an auparavant. La baisse constatée des effectifs du ministère s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme de l'État et de son organisation territoriale. À l'inverse, les effectifs de Pôle emploi augmentent de près de 1000 ETP en 2020. Cette évolution doit permettre un renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises. On sait les difficultés que certains chefs d'entreprise rencontrent pour recruter dans certains secteurs industriels en tension, comme la construction ou la métallurgie. Ce budget, comme je l'évoquais, s'adresse prioritairement aux publics les plus éloignés de l'emploi. Les parcours emploi-compétences, les PEC, lancés en 2018, constituent un progrès qualitatif certain par rapport aux anciennes formules de contrats aidés. Ceux-ci visaient bien souvent davantage à améliorer artificiellement les statistiques du chômage
qu'à répondre aux besoins réels et individuels des personnes. Les faibles performances de ces dispositifs en termes de sortie dans l'emploi durable sont là pour en attester. Les acteurs du terrain semblent s'être emparés de la logique d'accompagnement renforcé qui avait présidé à la création des PEC. Peut également être relevé l'effort important en faveur du secteur de l'insertion par l'activité économique, qui dépasse le milliard d'euros en 2020. Les structures de l'IAE accueillent les publics les plus éloignés de l'emploi, souvent peu qualifiés ou chômeurs de très longue durée. L'objectif visé est la création de 100 000 nouveaux postes dans ce secteur en 2022 par rapport à 2017, soit 230 000 personnes accompagnées. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et va donc au-delà de la politique de l'emploi stricto sensu. Le principal enjeu maintenant, pour les structures de l'IAE, c'est d'être en mesure d'absorber cette hausse de leurs moyens et de leurs effectifs. Le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, constitue un autre volet important de ce budget. Il se fixe pour objectif de former 1 million de jeunes décrocheurs et 1 million de chômeurs de longue durée, en mobilisant près de 14 milliards d'euros sur 5 ans. Une grande partie de sa mise en œuvre relève des régions. Ces crédits seront en réalité diminués de 120 millions d'euros. Il était en effet nécessaire, pour préserver l'équilibre de ce budget, de compenser financièrement la suppression de l'article 79 du présent projet de loi de finances, suppression que nous approuvons. En effet, cette mesure, cet article 79, qui entendait restreindre le bénéfice des exonérations applicables aux aides à domicile, aurait ainsi pénalisé un grand nombre de nos concitoyens. L'impact de cette minoration de 120 millions d'euros sur le bon déroulement du PIC devra, nous l'espérons, être évalué à l'aune d'une probable sous-consommation des crédits. Une difficulté qui ressort des auditions que nous avons conduites concerne également le pilotage du plan. On peut déplorer un déficit de coordination entre l'État et les régions. Il convient par ailleurs de s'interroger sur la pertinence d'un découplage des compétences d'accompagnement des jeunes qui relèvent des missions locales et des compétences de formation professionnelle qui relèvent des régions. Cependant, dans l'ensemble, ce budget me paraît toutefois sérieux, en phase avec la situation de nos finances publiques et en phase avec les enjeux actuels de la politique de l'emploi. Sous réserve de l'adoption d'un amendement que j'ai déposé avec ma collègue rapporteure spéciale Sophie Taillé-Polian, visant à renforcer les crédits consacrés aux maisons de l'emploi, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, et qui est partagé largement sur ces bancs, je vous proposerai, au nom de la Commission des finances, d'adopter les crédits de la mission. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian, rapporteure spéciale de la Commission des finances pour une durée de 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission se stabilisent en 2020, certes, mais cette stabilisation fait suite aux 2 années de très importantes baisses qui viennent de s'écouler. Depuis 2017, les crédits de la mission Travail ont en effet connu une diminution de près de 25%. L'amélioration apparente du taux de chômage ne saurait justifier une telle cure d'austérité pour le ministère du Travail, car les statistiques du chômage sont à prendre avec précaution. Force est de constater que certaines catégories d'actifs restent très éloignées de l'emploi. Je rappellerai quelques chiffres. Le taux de chômage des jeunes s'établit à 19,2% en 2019, soit 0,6 points de plus qu'un an plus tôt. Le taux de chômage des travailleurs handicapés s'élève également à 19%. Ces évolutions s'inscrivent également dans un contexte d'augmentation constante des emplois précaires, qui est une tendance de fond du paysage social français, liée aux politiques de flexibilisation du marché du travail. Là encore, les chiffres sont formels. Les CDD représentent aujourd'hui près de 84% des créations d'emplois pour les entreprises de plus de 50 salariés. La part des contrats à durée déterminée de moins d'un mois est passée de 57% en 1998 à 83% en 2017. La traduction la plus regrettable de ces orientations budgétaires est la baisse constante des effectifs du ministère du Travail. Les emplois sous plafond ont diminué de près de 10% depuis 2017, alors même que la situation de l'emploi, comme je viens de le démontrer, nécessite plus que jamais un renforcement de l'accompagnement et des moyens humains. Action publique 2022 et organisation territoriale de l'État sont les autres noms de l'affaiblissement de la présence du ministère du Travail sur nos territoires.
La hausse des effectifs de Pôle emploi cette année est louable en soi, mais celle-ci ne compense pas les réductions d'effectifs de ces 2 dernières années. L'on ne saurait de surcroît attribuer le mérite de cette hausse au gouvernement, car nous constatons cette année une nouvelle diminution à hauteur de près de 10% de la subvention pour charges de service public de Pôle emploi. Non, la hausse du nombre d'emplois à Pôle emploi est financée par une hausse de 1 point de la contribution de l'UNEDIC, ainsi portée à 11% de ses ressources. L'État, qui a par ailleurs imposé une réforme de l'assurance chômage restreignant considérablement les droits des demandeurs d'emploi dans le seul but de générer 4,5 milliards d'euros d'économies, fait ainsi supporter aux chômeurs eux-mêmes le coût du service public de l'emploi. C'est dans ce financement du service public de l'emploi et non dans une prétendue générosité excessive du système d'assurance chômage qu'il faut d'ailleurs chercher la cause de la dette de l'UNEDIC. On peut souligner également la baisse très importante, presque par 5, des moyens consacrés aux contrats aidés sur les dernières années. Cela a notamment un impact fort dans le tissu associatif où ces personnes accomplissaient des missions diverses et très utiles socialement. J'aimerais revenir maintenant sur l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Je rappelle son fonctionnement. Dans 10 territoires pilotes, des entreprises à but d'emploi, EBE, ont pour charge de recruter en CDI à temps choisi tous les demandeurs d'emploi volontaires du territoire au chômage depuis plus d'1 an. Les entreprises doivent dans ce cadre développer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Depuis le lancement de l'expérimentation, un emploi a ainsi été trouvé à 900 personnes qui en étaient privées durablement. Le dispositif devait démontrer que le coût ne dépasserait pas la charge de dépenses directes ou indirectes de la collectivité liée à la prise en charge du chômage de longue durée. S'il est un peu tôt pour évaluer avec précision le gain ainsi généré pour les finances publiques, les premières évaluations parviennent à un montant de près de 14 000 € par ETP. Surtout d'un point de vue plus qualitatif, le fait d'inclure dans l'emploi des chômeurs de longue durée, non par des contrats précaires ou aidés, mais bien par des CDI, génère une dynamique très positive pour leur parcours de vie comme pour leur territoire. Le tissu associatif se trouve renforcé, de même que l'économie locale, qui bénéficie de leur pouvoir d'achat accru. Dans un souci de transition écologique, les EBE favorisent également le développement d'une économie circulaire dans ces territoires, grâce à des activités diverses, mais on peut par exemple trouver du recyclage, maraîchage. L'heure est à l'accélération du calendrier législatif. Le dernier rapport du comité scientifique d'évaluation confirme qu'une extension de l'expérimentation est désormais envisageable. Une centaine de territoires y sont prêts. Madame la ministre, vous pourrez peut-être nous éclairer sur le calendrier que vous pensez adéquat pour faire en sorte que cette expérimentation puisse être étendue et que cette réussite puisse s'étendre dans nos territoires, parce que certains y sont prêts. Pour conclure, ce budget, vous l'aurez compris, ne me semble pas répondre aux attentes de nos concitoyens, aux besoins de ceux les plus en difficulté, qui sont les plus éloignés du marché du travail, ou de ceux qui sont contraints d'enchaîner les emplois précaires et les périodes de chômage. La très importante baisse des moyens du ministère du Travail et de ses opérateurs est en net décalage avec les ambitions affichées en matière d'inclusion. Aussi, malgré le fait que la Commission, et M. Capu l'a rappelé, appelle à voter ces crédits, à titre personnel, je vous inviterai à les rejeter. Si vous décidiez de les voter, je vous inviterai cependant à voter les 2 amendements que nous avons coécrits avec mon collègue M. Capu, dont celui notamment sur les maisons de l'emploi, qui nous semblent à tous deux des outils extrêmement fructueux pour les territoires qui en disposent encore et qui permettent d'être vraiment au service des politiques locales pour l'emploi, au service des personnes les plus éloignées de l'emploi. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Travail et emploi figurant à l'état B. Alors, j'ai, pour commencer, eh bien encore à vous, Madame la Ministre, un amendement du gouvernement, le 701. Monsieur le Président, je vous propose peut-être de, si vous le souhaitez, de présenter les 2 amendements qui sont tous les 2 de nature technique en même temps. Très bien. Donc, en ce qui concerne l'amendement 701, il correspond à la compensation au département de Mayotte des dépenses de personnel transférées par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et au titre des dépenses de personnel relatives au dispositif NACRE transférées aux régions. Donc, c'est des ajustements des montants de droits
à compenser par l'État aux collectivités territoriales sur la base de données nouvelles dont le gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances. Et cet amendement a pour objet de minorer les crédits de la mission Travail et Emploi à hauteur d'un montant total de 58 070. L'autre, pareil, c'est 40 000. En ce qui concerne le deuxième amendement, ça concerne aussi la minoration de crédit de la mission Travail et Emploi au titre de la compensation au département de Mayotte sur les dépenses de personnel transférées par cette même loi du 5 mars 2014. Et la conséquence, la minoration à apporter sur les crédits de la mission Travail et Emploi est de 58 070 €. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, ce sont deux ajustements techniques qui tirent les conséquences de l'amendement du gouvernement que nous avons adopté en première partie à l'article 22. Ce sont donc deux avis favorables. Voilà, bref, c'est clair. Donc, avis favorable, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. J'étais sur le 701. Même vote pour le deuxième. Même vote. Il est adopté. On passe au 1098 rectifié. Madame Ferré, vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la situation de l'emploi est fragile et certaines catégories de personnes demandeuses d'emploi restent très éloignées du marché du travail. Ce sont elles que nous avons le plus de mal à toucher. Et dans un contexte à la fois de baisse de moyens, je pense en particulier à Pôle emploi, et de fort développement des emplois précaires. À cet égard, et je souhaite insister, la politique de casse des emplois aidés a été dramatique pour ces publics, en premier lieu, sur nos territoires, en second, et pour le secteur associatif, enfin. Si nous pouvons partager un objectif d'accompagnement plus qualitatif, l'enjeu n'est pas à la hauteur des besoins. Plus de 450 000 contrats aidés, 100 000 PEC seulement, attendus en 2020. Combien réellement effectifs? De plus, les PEC ne couvrent pas les mêmes publics. C'est pourquoi nous relayons la demande du secteur associatif de création d'un nouveau dispositif pour les emplois d'utilité citoyenne. Avec cette mesure, qui viendrait essentiellement en appui de projets associatifs dans le champ éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, par référence à l'article 200 du Code général des impôts, il s'agit de pallier l'absence d'un dispositif global et ambitieux pour l'ensemble des associations permettant de pérenniser un projet associatif et les services de proximité qui en dépendent via un emploi. Ce dispositif, inspiré de plusieurs expériences ayant déjà existé ces dernières décennies et en tirant les leçons, doté des emplois d'utilité citoyenne d'une aide sur 3 ans maximum, dont l'attribution serait en fonction de critères d'intérêt général, et qui représenterait de 80 à 40% du SMIC. L'association employeur devrait démontrer sa capacité à présenter et gérer un projet d'activité, analyser, répondre à des besoins non ou insuffisamment satisfaits, ayant un impact social sur la population de son territoire, mobiliser les acteurs et développer les partenariats financiers, présenter un plan de développement pluriannuel qui inclut des formations éventuellement nécessaires à la qualification des emplois. Et cette aide serait versée par l'intermédiaire d'un fonds au sein du budget Travail-Emploi. Il est proposé de financer ces emplois par les enveloppes non consommées des PEC, soit 200 millions d'euros. Merci. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, cet amendement vise à supprimer quasiment intégralement les financements pour le PEC, c'est-à-dire le successeur du contrat aidé. Donc, on peut avoir effectivement un débat sur le fait d'être pour ou contre la diminution du montant global des sommes allouées au contrat aidé et au PEC maintenant. En revanche, il me semble que le système actuel fonctionne pas mal, que les PEC qui sont mis en place sont plutôt plus qualitatifs que les contrats aidés précédents, que l'objectif des 100 000 est quasiment atteint cette année, qu'il va vraisemblablement être atteint l'année prochaine, et qu'au surplus, l'accompagnement réservé aux demandeurs d'emploi est plutôt meilleur qu'auparavant. Au surplus, ce qui nous est proposé, c'est de supprimer purement et simplement les PEC et de créer un nouveau contrat aidé exclusivement pour les associations.
Donc, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec les associations. C'était effectivement un des points négatifs que nous avons vus en diminuant le nombre de contrats aidés. Certaines associations sont venues vers nous. Mais est-ce que c'est l'objet de ces crédits de les transférer au secteur associatif exclusivement? Il ne me semble pas. L'objectif premier, c'est une politique de l'emploi, et donc c'est de partir du besoin du demandeur d'emploi et pas des besoins des associations, tout aussi légitimes soient-ils. C'est la raison pour laquelle l'avis de la Commission des finances, que je vous rappelle, est un avis défavorable. Madame la ministre, votre avis? Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable aussi. Je rappelle d'abord que la sous-exécution 2018 sur les PEC était conjoncturelle. C'est-à-dire que lorsque nous avons exigé qu'il y ait de l'accompagnement et de la formation, et pas simplement l'utilisation des personnes demandeurs d'emploi sur des postes, le résultat, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de demandes que prévu. Parce que finalement, l'exigence de faire un accompagnement, une formation, une vraie insertion, a fait chuter de moitié la demande. Mais en 2019 et 2020, il n'y a aucune raison qu'il y ait une sous-utilisation. Ensuite, les deux éléments de cet amendement ne correspondent pas à l'ambition que nous portons. Il a pour finalité le financement associatif et non l'inclusion dans l'emploi. C'est exactement ce sur quoi nous avons lutté en transformant les contrats aidés en PEC, et il vise l'emploi qualifié qui ne connaît pas de difficultés sur le marché du travail. Toutefois, évidemment, nous partageons l'objectif de soutien aux associations d'intérêt général, qui est un autre sujet que ces parcours emploi compétences ou ces dispositifs qui ont pour but l'insertion. Je rappelle d'ailleurs que les associations peuvent se saisir des parcours emploi compétences et aujourd'hui, comme des emplois francs, aujourd'hui la moitié sont dans le secteur associatif, les autres étant les collectivités territoriales. De plus, je crois qu'il y a des réponses structurelles sur les sujets associatifs qui ne sont pas dans ce budget mais qui sont importantes. Je pense notamment que la réduction des cotisations patronales en 2019, c'est 1,4 milliard d'euros de gains pour les associations qui leur permettent aussi de pouvoir faire des embauches qualifiées dont elles ont besoin sous forme, j'allais dire, non aidée. Et enfin, le secrétaire d'État, Gabriel Attal, mène actuellement un travail important de simplification administrative dans la vie associative qui coûte et ne rapporte pas beaucoup à l'action publique et qui coûte aux associations. Mais je crois que voilà, les parcours emploi compétences et les dispositifs du ministère doivent viser une chose, l'insertion dans l'emploi des plus vulnérables. Ils ne peuvent pas servir à d'autres objectifs louables, mais qui doivent répondre à d'autres créneaux. Madame Taillé-Polian, pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mes chers collègues, oui, donc effectivement, la position de la Commission est très claire puisque s'agirait là de supprimer un dispositif au vu d'un autre. Cependant, c'est vrai que si on a vu aussi le nombre de demandes d'emplois aidés, nouvelle formule baissée, c'est aussi et certainement aussi parce qu'il y a une baisse du financement et pas qu'une hausse des exigences, mais une baisse du financement de l'État pour aider. Donc il y a quand même aussi eu un certain nombre de conséquences très marquées dans le milieu associatif qui offrait des emplois aidés qui permettaient aussi une plus grande diversité d'offres d'emploi aidés que l'insertion par l'activité économique. Donc c'est pour cela qu'à titre personnel, je trouve l'amendement intéressant et que je l'ai signé. Cependant, c'est vrai qu'au niveau strictement budgétaire, la Commission émet un avis défavorable. Bon, très bien, nous allons passer au vote. Deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Madame Fréré, on continue avec vous. 1099 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, entre les annonces du gouvernement, les objectifs affichés et la réalité, nous déplorons trop souvent l'existence d'un décalage. Et en matière d'emploi et de formation, les déconvenues sont nombreuses et particulièrement dures envers les personnes concernées. Je pense en particulier aux réductions de la protection chômage qui viennent d'entrer en application. Le plan investissement compétences n'échappe pas à cette constatation. Non seulement il inclut plusieurs dispositifs préexistants, mais les crédits ne sont atteints que grâce à des financements issus de fonds de concours. C'est pourquoi nous proposons d'abonder le PIC des 120 millions d'euros dont il s'est vu diminuer, alors que l'année 2020 va être celle de sa montée en charge.
Vous affichez la formation des chômeurs comme l'une de vos priorités. Elle semble être plutôt une variable d'ajustement et il serait d'ailleurs bienvenu que cette somme soit fléchée prioritairement vers les personnes les plus éloignées de l'emploi que les PIC peinent à toucher. Le PIC. Et votre avis, monsieur le rapporteur? Oui, je note d'abord que heureusement que l'amendement d'avant n'a pas été adopté parce qu'en fait, il vise à récupérer à nouveau 120 millions d'euros sur les crédits qui auraient été quasiment annulés avec l'amendement d'avant. Toujours est-il que, puisque nous n'avons pas voté l'amendement d'avant, la question se pose maintenant. Vous avez compris que moi, je suis tout à fait favorable à ce que les 120 millions restent dans le budget du PIC. La difficulté, c'est que nous sommes également extrêmement favorables à la suppression de l'article 79. Vous vous souvenez, c'était la suppression des exonérations de charges pour les personnes âgées ayant une aide à domicile. C'est notre priorité, nous y sommes favorables, donc il faut bien, au titre de l'orthodoxie budgétaire, trouver les financements correspondant à cette suppression d'exonération, de telle sorte qu'il nous semble que c'est un moindre mal, même si le PIC reste une priorité, de prendre ces 120 millions. Étant précisé que nous croyons comprendre que ce sont 120 millions, a priori, qui ne seraient pas consommés, de telle sorte qu'il n'y aurait pas d'impact sur le PIC. C'est donc un avis défavorable à cet amendement. Défavorable. Donc, Madame la Ministre, votre avis? Un avis défavorable, d'abord pour ne pas supprimer les parcours emploi compétences, bien évidemment, mais aussi parce que je pense qu'on a une solution qui permet de respecter le budget tout en n'étant pas dommageable dans l'action publique. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, une grande partie du plan d'investissement compétences est contractualisée avec les régions. Et en termes de mise en œuvre, dans certaines régions, il y a eu un petit peu de retard au départ sur les appels à projets et les appels d'offres, ce qui fait que le léger retard, on parle de 120 millions d'euros sur 3 milliards d'euros, va permettre de décaler quelques actions, enfin pas de décaler, que certaines actions qui de toute façon n'arriveraient pas à se lancer avant le premier trimestre 2021 ne soient pas lancées fin 2020. Donc je dirais, il n'y aura pas de diminution de la programmation, il y aura le fait qu'on prend en compte ce léger décalage qui existe déjà et qu'on reporte en fin d'année. Donc 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. À nouveau, Madame Ferré, pour le 1097 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement concerne l'expérimentation territoire zéro chômeur. En 2018, le Président de la République, lors de la présentation du plan pauvreté, avait annoncé le doublement du nombre de chômeurs de longue durée concernés par cette expérimentation. Vous avez rappelé que des évaluations étaient nécessaires, certaines ont été rendues, et donc aujourd'hui nous proposons donc de développer et d'étendre cette expérimentation. Ce dispositif que je connais bien et que je suis attentivement, je l'ai dit tout à l'heure, dans mon département à Colombelles. C'est un dispositif excellent qui permet de réinsérer professionnellement des personnes durablement éloignées de l'emploi, de répondre à des besoins non couverts par le marché, en construisant dans le même temps une offre de services territoriale. Sur les évaluations, j'émets quelques réserves. Elles sont d'une certaine manière trop comptables et ne prennent pas suffisamment en compte d'autres aspects, eux aussi essentiels. Des éléments non quantifiables et pourtant fondamentaux. Une meilleure santé et cohésion sociale, indice de qualité de vie sur un territoire, renforcement de la citoyenneté. Avec le retour à l'emploi, les anciens privés d'emploi de Colombelles dont je parlais ont retrouvé l'estime de soi et cela est capital. Le territoire zéro chômeur de longue durée est un projet économique, mais aussi social, humain. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons donc une réserve, une attente de plusieurs départements, une centaine de territoires souhaiteraient se lancer dans ce dispositif. Alors, au travers de cet amendement, nous proposons de leur en donner les moyens. Merci. Votre avis, monsieur le rapporteur? Ah, madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Madame Ferré, le présent amendement vise à majorer de 15 millions d'euros les crédits alloués à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée.
Donc, monsieur le rapporteur Capu et moi-même, nous jugeons tous deux positivement cette expérimentation et au-delà, je crois, l'ensemble des commissaires aux finances de cette Assemblée. La principale question à l'heure actuelle n'est pas forcément vraiment celle de la dotation de l'État, car celle-ci augmente déjà en 2020 de 6 millions d'euros par rapport à 2019. La principale question est celle du calendrier législatif de l'extension de l'expérimentation, voire de sa généralisation ensuite ultérieurement. Les récents rapports du comité scientifique qui a été constitué pour l'évaluer a conclu que la généralisation est prématurée, mais que l'extension devait être envisagée. D'ailleurs, le projet avait été conçu comme ça. Première expérimentation, extension, puis seulement généralisation. Nous avons l'occasion d'entendre la ministre sur les suites qui ont été données. Elle l'a exprimé elle-même. Si vous pouvez, Madame la Ministre, nous le réitérer, un certain nombre d'annonces que vous prévoyez en janvier pour que nous puissions y voir plus clair. Peut-être à ce moment-là, effectivement, la nécessité d'abonder encore davantage les crédits sera posée. Donc, dans cette attente, la Commission a fait une demande de retrait de cet amendement. Sinon, la Commission y est défavorable, même si la Commission, dans son ensemble, et bien entendu, soutient le projet d'expérimentation et de territoire zéro chômeur. Mais c'est donc une demande de retrait. Merci. Madame la ministre, votre avis? Oui, le même avis, demande de retrait ou avis défavorable. Non pas sur le fond de l'expérimentation, bien sûr. Je crois qu'on est tous très intéressés par cette expérimentation. Je rappelle que la loi du 29 février 2016 avait prévu une expérimentation pour 5 ans sur 10 sites. Nous sommes à mi-parcours. Et donc, ce que nous avons vu aussi avec les porteurs de projets, c'est que, comme Madame la rapporteure le rappelait à l'instant, il faut d'abord consolider. Comme toute expérimentation vraiment très innovante, et c'est innovant, eh bien, il y a toujours des choses à améliorer avant de pouvoir étendre et, le cas échéant, généraliser. Donc, aujourd'hui, on est dans la phase suivante. On a eu 3 rapports, pas un seul, qui essaie d'aborder sous différents angles, quantitatifs et qualitatifs, l'impact de cette expérimentation. Nous avons prévu un budget pour l'année prochaine qui va permettre d'augmenter déjà, de doubler en fait le nombre de bénéficiaires actuels, qui est de l'ordre de 800-900 personnes en France. Donc on va déjà pouvoir doubler, mais surtout, moi j'attends beaucoup du travail qui est en cours avec les rapporteurs, et c'est très inédit comme méthode. Le groupe de travail est composé de l'association qui porte l'expérimentation, du fonds qui soutient l'expérimentation, de l'IGF, de l'IGAS et des experts scientifiques indépendants. Donc c'est rare que ce soit un travail commun. Ils sont en travail commun pour aboutir à ce diagnostic partagé. Ils ont déjà, les uns et les autres, évoqué des pistes d'amélioration nécessaires sur un certain nombre de points. Et donc c'est à partir de tout cela que nous pourrons en janvier dresser la feuille de route pour la suite. Donc évidemment l'expérimentation continue et a vocation à s'amplifier, mais elle a aussi vocation à s'améliorer sur un certain nombre de points. Je crois que c'est l'intérêt de tous de se mettre dans cette démarche. Merci. Donc, Madame Ferré, vous avez la parole. Oui, merci. J'entends les précisions apportées par Madame la Ministre. Moi, je souhaitais que dans le cadre de cette discussion budgétaire, on évoque ce dispositif extrêmement intéressant. Mais j'ai entendu toutes vos précisions, donc je retire l'amendement. Donc, amendement retiré. Nous allons discuter de 5 amendements identiques. Donc, on va commencer par le vôtre, celui de la Commission, présenté par Madame Taillé-Polian. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le présent amendement vise à augmenter les crédits alloués aux maisons de l'emploi de 5 millions d'euros. Un amendement identique avait été d'ailleurs adopté par le Sénat l'an passé et il a été présenté également par d'autres groupes. Parce que nous ne pouvons que regretter l'absence de ligne de crédit consacrée aux maisons de l'emploi dans la version initiale du projet de loi de finances pour la 2e année consécutive. Il faut souligner en effet l'utilité réelle des maisons de l'emploi, auxquelles nous avions consacré un rapport de contrôle l'année dernière avec mon collègue Emmanuel Capu. Ce rapport a mis en évidence leur rôle d'ensemblier des différents acteurs de la politique de l'emploi dans les territoires. Leur action en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences est saluée par l'ensemble des interlocuteurs et partenaires. Comme l'année dernière, l'Assemblée nationale a adopté un amendement permettant le maintien d'une ligne de crédit à hauteur de 5 millions d'euros
sur proposition de la rapporteure spéciale. Et comme l'année dernière, notre analyse de leurs besoins nous porte à juger ce montant insuffisant, induisant même un risque de saupoudrage peu efficace ou conduisant à fermer de nouveaux équipements si les collectivités territoriales ne prennent pas la relève. Nous vous proposons donc d'adopter un amendement portant ce financement de l'État à 10 millions d'euros, soit un montant déjà légèrement inférieur aux 12 millions d'euros qu'elle percevait en 2018. Et j'ajouterai en réponse à Madame Cohen, qui nous précisait lors de sa prise de parole ultérieure qu'elle ne souhaitait pas soutenir cet amendement en raison d'un transfert de crédit. Eh bien oui, évidemment, il est toujours délicat de prendre dans une mission pour l'autre sur un budget tel que celui du ministère du Travail. Cependant, il nous semble important de pouvoir faire en sorte que les maisons de l'emploi qui marchent puissent continuer à marcher au bénéfice des territoires. Alors, Madame la ministre, alors attendez, je donne. Il y a les 5 identiques, excusez-moi. C'est parce que j'avais anticipé sur le fait qu'il y avait eu tellement d'arguments pour le défendre qu'ensuite ça allait aller très vite. Monsieur Requier, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est l'amendement qui est porté par Mme Delattre, qui est présidente des maisons de l'emploi, donc qui avait tout argumenté, mais la rapporteure, je crois, a très bien expliqué. À l'origine, c'était paritaire entre l'État et les collectivités locales. Maintenant, donc, ce sont plutôt les collectivités locales qui paient. Donc, c'est 10 millions d'euros à rajouter. Donc, je ne vais pas être plus long et je défends l'amendement. Merci, Président Requier. Alors, est-ce que les autres vont suivre votre promptitude, Monsieur Forissier? Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais m'adresser à Madame la Ministre sur les principes et sur le signal qu'il faut donner aux élus locaux. Parce que les maisons de l'emploi, c'est l'émanation des collectivités territoriales qui les financent largement. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le climat entre l'État et les élus les territoriaux soit très bon. Parce qu'il faut que le gouvernement arrive à considérer les élus locaux comme des partenaires et pas comme des concurrents. Et aujourd'hui, le signal qui est posé serait important, plus même que la somme qui va être transférée. Parce qu'évidemment, une décision financière, un budget, c'est fait pour vivre. Le budget de l'État, après, il y a une consommation. Ce signal, pour nous, est important. C'est la considération que l'État porte aux élus locaux dont il est question par cet amendement. Merci. Donc, Monsieur Bonhomme, pour toujours un amendement identique. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai déposé un amendement comparable à 5 millions d'euros, mais le problème de fond n'est pas tout à fait celui-ci. Bien sûr, c'est une question budgétaire, et je voudrais rappeler quand même ici que les maisons de l'emploi ont été massacrées. Pas par vous, Madame la Ministre, sur les 7 dernières années. Puisqu'on a eu des baisses successives, 2014, moins 36%, 2015, moins 28%, 2016, moins 25%. Il est évident que ces baisses successives ont eu un effet immédiat sur le réseau des maisons de l'emploi, puisqu'on est passé de 205 maisons de l'emploi à aujourd'hui 85. Et malgré cela, un certain nombre continue d'œuvrer. Et il est vrai que souvent, les collectivités locales ont dû en rajouter dans leur engagement financier pour maintenir cette structure, ces organismes. Moi, je rappelle que c'est un outil territorial extrêmement important qui a permis de développer, notamment en termes de GPTEC ou alors de clauses sociales, et que c'est vraiment un outil partenarial, Madame la Ministre, dont on se prive. Et on ne pourra pas longtemps continuer comme ça. Je suis moi-même président d'une petite structure qui couvre un territoire de 45 000 habitants. Aujourd'hui, on est à l'os. Il y a eu des plans de licenciement massifs et aujourd'hui, on a du mal à reprendre certains appels à projets parce qu'on n'est plus en capacité d'œuvrer. Je rappelle quand même qu'on attend de l'État une certaine continuité. La loi de cohésion sociale de 2005 avait introduit ces outils territoriaux, avait fait 2 ans de labellisation. Les collectivités locales et les élus locaux avaient répondu favorablement très largement. Et malgré cela, aujourd'hui, c'est un outil qui est extrêmement fragilisé. Donc, au moins qu'on sécurise, j'allais dire, autour de 10 millions d'euros, ça me paraît le minimum. Mais je rappelle qu'on était en 2013, 57 millions d'euros. Voilà, c'est pour vous dire dans quel sens l'on va, et on ne pourra pas longtemps continuer comme ça, Madame la Ministre.
Merci. Et puis, Madame Ferré, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, beaucoup d'arguments ont déjà été apportés par les rapporteurs sur tous les bancs, puisqu'il s'agit du 5e amendement identique en faveur des maisons de l'emploi. Je voulais simplement insister sur le fait que nous sommes exactement dans la même configuration que l'an passé. L'Assemblée a fait un premier pas, le Sénat entend l'approfondir. Nous avons besoin de ces structures dans les territoires où elles existent encore. Et il me semble qu'entre l'Assemblée et le Sénat, le PLF 2019 et celui de 2020, notre message, ce message est clair et largement partagé. Donc, je ne demande pas à la Commission, puisqu'elle est par définition favorable. C'est un amendement identique. Mais vous pouvez ensuite peut-être répondre au débat. Il y a aussi des explications de vote. Madame la Ministre, votre avis? Oui, peut-être un rappel. D'abord, je vais répondre au sénateur Forissier sur dans la mission travail-emploi et dans l'action de mon ministère. Le travail avec les collectivités territoriales, il est quotidien. Dans le cadre du plan d'investissement compétence, c'est plus de 6 milliards d'euros qui sont contractualisés avec les régions, qui sont apportés aux régions sur des objectifs communs pour la formation des demandeurs d'emploi. Les missions locales, le budget de mon ministère finance environ la moitié du budget des missions locales, l'autre moitié étant communes, intercommunalités, départements et régions. Donc, de façon générale, je dirais, nous trouvons aussi dans les instances de gouvernance à France Compétences, où les régions sont évidemment représentées, et pas simplement les partenaires sociaux et l'État. Donc, je dirais, le fait de travailler ensemble sur les sujets comme l'emploi me paraît, et la formation me paraît une évidence, et sur l'insertion. Je pense aussi au Tour de France des solutions qu'a initié le Premier ministre suite à la demande du Président de la République après le grand débat, et sur lequel nous avons été plusieurs ministres à nous déployer partout sur le terrain, et les préfets aussi, avec notamment les conseils régionaux, mais aussi beaucoup les intercommunalités et les communes, pour voir aussi les solutions pour lever les freins périphériques à l'emploi. Je pense notamment à la garde d'enfants, à la mobilité et au logement, qui sont souvent des freins à la reprise d'emploi. Donc, je dirais là, on est en train de parler de maisons de l'emploi, mais de façon générale, je voulais vous rassurer et vous confirmer que pour moi, l'action avec la collectivité territoriale, elle est quotidienne, que ce soit sur les sujets d'insertion ou de retour à l'emploi. Alors, en ce qui concerne les maisons de l'emploi, ce qui s'est passé, je rappelle au sénateur Bonhomme, en 2019, le budget, c'était 90 millions d'euros. 2009, pardon. Oui, pas en 2019, excusez-moi. C'est en 2009. Et en fait, compte tenu de la mise en place du service public de l'emploi, et donc de la fin de la labellisation aussi, les gouvernements successifs qui nous ont précédés de plusieurs bords ont tous diminué ce financement en considérant que finalement l'essentiel des missions devait être fait par le service public de l'emploi. Alors, ceci étant, je pense que ce à quoi vous êtes attaché, et moi aussi, c'est l'intérêt, c'est l'initiative locale. Et ça a toujours une valeur, ça revient d'ailleurs un peu au sujet précédent. Nous avons reçu mon cabinet, Alliance Ville Emploi, on a parlé longuement avec eux. Je pense qu'Alliance Ville Emploi, qui regroupe les maisons de l'emploi, sont d'accord sur le fait que, compte tenu de tout ce qui a bougé dans le service public de l'emploi et dans les responsabilités des uns et des autres, ils ont besoin de continuer à faire évoluer leur réseau. Et donc, c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que j'ai donné un avis favorable aux 5 millions d'euros qu'ont proposé l'Assemblée nationale, qui est le même montant que 2019. Donc, c'est une stabilité financière pour continuer à ce changement. Mais je voudrais dire surtout qu'il y a des financements plus importants aussi qui sont accessibles, et notamment en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les clauses sociales, où les maisons de l'emploi peuvent jouer un rôle d'ingénierie important, et aussi sur les financements de l'État dans le cadre d'appels à projets. Je l'ai cité tout à l'heure, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, il y a beaucoup d'appels à projets où des maisons de l'emploi répondent. Je vais vous donner juste un exemple, c'est la maison de l'emploi de Grand Périgueux, qui a répondu à l'appel à projet intégration professionnelle réfugiés et qui a été sélectionnée. Elle va recevoir 450 000 euros pour faire cette action, et là, ça lui permet d'embaucher et d'augmenter en puissance. Donc, entre le financement, des 5 millions, le plan d'investissement compétences, les clauses sociales dans les grands projets, je pense que les maisons de l'emploi peuvent continuer à jouer leur rôle original. Enfin, je dirais que les pactes régionaux qui sont conclus entre l'État et les régions sont l'occasion
de développer des actions de diagnostic des besoins et compétences des bassins d'emploi, ce que font souvent les maisons de l'emploi. Et donc là aussi, je dirais, État et région doivent travailler ensemble pour leur permettre de faire ces GPEC. Donc pour toute cette raison, je ne suis pas favorable à vos amendements. Bien. Il y a quelques demandes d'explication de vote. Enfin, il y en a. Bon, Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. On voit bien là, Madame la Ministre, dans vos explications que de toute façon, quoi qu'on dise ici au niveau du Parlement, que vous disent les élus locaux ou les manifestants dans la rue hier avec des milliers de manifestants pour protester contre la réforme des retraites, mais pas seulement, contre aussi votre réforme extrêmement mauvaise de l'assurance chômage, vous n'entendez rien. Tout va toujours très bien quand on vous écoute. Alors, c'est assez extraordinaire, tout est suffisant, etc. Et puis, il faut faire un effort pédagogique. En gros, c'est ça le discours qui nous est infligé. Donc, voilà, il y a vraiment un problème par rapport à ça. Et le fond de la question, d'ailleurs qui n'est pas seulement sur la mission que nous examinons aujourd'hui, travail et emploi, c'est que finalement, les enveloppes sont constantes et elles sont insuffisantes. Et on est amené en tant que parlementaire à avoir des choix qui sont des choix draconiens, c'est-à-dire qu'on va aller prendre et retirer sur une enveloppe pour le mettre, pour faire un petit peu plus et un petit peu mieux. Donc ça, c'est du bricolage et finalement, ça ne règle pas le problème. Il faut que vous ouvriez plus de crédits pour ces missions qui sont indispensables. Donc, nous partageons ce qui a été dit concernant les maisons de l'emploi, mais finalement, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. C'est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement. Mais Madame la Ministre, écoutez un peu ceux et celles qui sont sur le terrain et qui vous disent que ça ne va pas, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas comment les choses vont tourner. Monsieur Bonhomme. Oui, Madame la Ministre, juste pour resituer vos propos, vous avez dit que ça a baissé uniformément sous tous les gouvernements. Pour être juste, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a eu une montée en charge forcément des labellisations, qu'il y a eu de 2005 à 2007. Il y a une stabilisation en 80. Et puis, effectivement, à partir de 2011, on est tombé à 65 millions. Mais je rappelle qu'après, sous l'autorité de Michel Sapin, votre prédécesseur, puis de M. Rebsaben, et il faut reconnaître que Mme El-Khomri a compris un peu à la fin le dispositif. Mais on est tombé quand même de 57 millions à 21 millions. Voilà. Et c'est là qu'il y a eu, à mon avis, un défaut majeur, puisque l'État avait mis en place un outil auquel il s'est retiré de manière donc aussi forte et rapide, et brutale, j'allais dire. Alors, vous dites qu'il y a des financements dans les appels à projets. Ah oui, d'accord, mais les appels à projets, il faut répondre. Et quand vous voyez le licenciement massif qui ont été réalisés, la diminution des maisons de l'emploi qui sont passées de 205 à 85, il est évident que pour répondre aux appels à projets, c'est plus compliqué. Et puis je rappelle une chose, c'est que c'est un outil territorial, la maison de l'emploi. C'est-à-dire que ça traite vraiment des territoires où il y a des enjeux particulièrement importants en termes de mobilité, d'inclusion. Vous parlez de logique inclusive et territorialisée. On est vraiment dans cette logique-là, Madame la Ministre. Une maison de l'emploi, ça participe à ça. Et je veux vous dire, même le réseau Alliance Ville Emploi, qui regroupe les maisons de l'emploi, sont tout à fait prêts à entreprendre cette démarche partenariale pour faire de nouvelles politiques de soutien avec les collectivités locales. Vous allez nous priver, s'il n'y a pas un minimum de crédit, vraiment d'un outil qui permet de traiter un certain nombre d'angles morts du service public de l'emploi local. Et ça compte aussi. Donc il ne faudrait pas quand même tout mélanger, et je crois qu'il faut quand même resituer cela sur une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant, quinzaine d'années avec la loi Borloo de 2005, et savoir un petit peu si l'État veut être cohérent dans ses politiques publiques menées. Merci. Monsieur Husson. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi je veux... Alors d'abord, je veux lever un petit malentendu, je ne pense pas qu'il y en ait eu, puisque vous avez répondu à mon trait d'humour de second degré tout à l'heure relatif à votre blessure sur l'expérimentation. Donc je vais vous souhaiter un prompt rétablissement, et surtout c'est parce que le mot expérimentation est très souvent utilisé. Et je crois, vous l'avez d'ailleurs démontré dans vos propos, moi je crois vraiment que sur les maisons de l'emploi, il y a un vrai boulot qui est fait depuis longtemps. Vous l'avez d'ailleurs
non seulement reconnues, mais rappelées. Moi, je crois aussi qu'à un moment donné, il y avait des dispositifs dans les territoires qui étaient parfois trop petits et qui ne produisaient plus le minimum de travail, voire de résultats qui étaient attendus. Comme François Bonhomme et comme chacune et chacun l'a dit avant moi, je reconnais à Madame El Khomri d'avoir quasiment sauvé le dispositif à un moment lorsqu'elle a juste après avoir été nommée. Mais je crois qu'il faut entendre, parce que ça s'inscrit, vous l'avez évoqué, dans la problématique sociale et sociétale actuelle d'un mouvement parfois de contestation et de relations difficiles, voire tendues, entre le pouvoir, dans ce qu'il a parfois de trop vertical, et la vie des territoires. Et les maisons de l'emploi, moi je plaide pour... On a un réseau de maisons de l'emploi en Meurthe-et-Moselle, notamment au sud de la Meurthe-et-Moselle, où 3 maisons de l'emploi coopèrent ensemble en parfaite harmonie avec les services de l'État et l'ensemble des services publics. Et je crois que c'est important aujourd'hui de donner des signaux sur cette prise en compte par l'État en y mettant quelques moyens financiers supplémentaires. Vous le voyez au travers de cet amendement qui est porté sur tous les bancs de l'Assemblée. Donc, entendez, enfin, écoutez, monsieur, enfin, moi je veux bien, si La République En Marche veut se distinguer sur un sujet comme celui-ci, faites-le positivement, ne soyez pas à la remorque, ce n'est pas dans votre intérêt. Je crois qu'on doit penser à l'intérêt de celles et ceux qui en ont besoin, des collectivités, oui, et des collectivités qui se mobilisent pour mettre en place les dispositifs et accompagner dans les territoires. Bien, allez, on va passer au vote. Donc, un avis bien sûr favorable de la Commission, puisque c'est un de ces amendements, et avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. On poursuit. On va passer au vote des crédits de la mission Travail et Emploi figurant en l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Qui est pour? Non, mais il n'y a pas de possibilité. Bah, c'est le règlement de ces débats. Parce qu'on a dit avant que ça vaut pour prise de parole des groupes et explication de vote le temps global. Ou sinon, on pourrait aller très très loin dans nos débats en termes de temps. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Alors, maintenant j'appelle en discussion les articles 79, 80, 81 et 82 et les amendements portant articles additionnels qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission Travail et Emploi. Je mets aux voix l'article... Ah, il est supprimé celui-là. Article 80, 2 amendements identiques et on commence par le 35 qui est celui de la Commission et c'est Monsieur Capu qui le présente. Alors, peut-être pour revenir sur le contexte de cet article, vous vous souvenez sans doute que dans les années à la fin des années 70, on a créé l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise, l'ACRE, avec 2 C, qui était ciblée sur un public particulier, les chômeurs les plus éloignés de l'emploi. S'agissant des micro-entreprises, le gouvernement avait créé la possibilité d'étendre l'exonération de charges sociales sur la première année pour les micro-entreprises aux 2 années suivantes. En 2019, conformément aux promesses de campagne du président Macron, ce dispositif est devenu l'ACRE avec un seul C et a été étendu à tous les créateurs et repreneurs d'entreprises. Cette année, avec 1 an de recul, on s'aperçoit que du coup, peut-être y a-t-il eu un effet d'aubaine. En tout état de cause, il y a une hausse assez importante, voire inquiétante, des crédits utilisés, consommés dans le cadre de cet ACRE. Le gouvernement propose donc 2 choses. De revenir au public cible antérieur, c'est l'objet de l'article 80, ce qui ne nous pose pas de difficulté absolue dès lors que ça n'est que revenir à ce qui existait l'année d'avant et éviter une dérive financière
à laquelle nous sommes évidemment hostiles. Et l'article 80 prévoit aussi d'interdire au gouvernement, par la voie du décret, de pouvoir maintenir une exonération les 2 années suivantes. Et l'amendement qui vous est proposé, c'est le deuxième point qui gêne la Commission, l'amendement qui vous est proposé propose de maintenir au gouvernement la possibilité de maintenir l'exonération sur les 2 années suivantes pour les personnes titulaires de l'ACRE qui sont rentrées dans le système. J'espère être clair. Il me reste 30 secondes. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'au titre de la légitime espérance, c'est compliqué de revenir sur une attente qui est celle des titulaires cette année. Merci. Un amendement donc identique, c'est celui de Monsieur Forissier. Oui, alors encore une fois, la Commission des affaires sociales est parfaitement en phase avec la Commission des finances. Et Madame la ministre, je serais surpris que vous ne donniez pas un avis favorable, compte tenu qu'en quelque sorte, le Sénat vous donne un chèque en blanc pour décider de l'attribution des aides. Alors c'est une confiance totale que nous faisons et nous vous faisons entièrement confiance à ce sujet. Nous partageons la philosophie. Mais aujourd'hui, je pense même, j'irai un petit peu plus loin que mon collègue rapporteur, j'irai tout petit peu plus loin en vous disant que j'estime même, de mon point de vue, que c'est contraire au droit fondamental que de revenir sur une promesse qui a été faite par un gouvernement. Pour moi, vous savez, j'ai été élu maire suite à une alternance démocratique passant carrément d'un bord de gauche à un bord de droite. Même si je n'étais pas d'accord, j'ai honoré toutes les promesses qui avaient été faites par mes prédécesseurs. Et je crois que ce gouvernement s'honorerait de donner ce signal qui aide non pas des grosses multinationales, mais le micro-entrepreneur. Vous savez, aujourd'hui, le statut de micro-entrepreneur, nous pensons à la Commission des affaires sociales qu'il doit peut-être être modifié en travaillant sur le Code du travail, peut-être précisé, parce que dans le problème des plateformes, on le sait tous les deux qu'il y a quand même des problèmes à régler parmi les salariés les plus pauvres. Et là, on touche vraiment pas on touche des entrepreneurs pauvres, on ne touche pas des entrepreneurs des grosses entreprises. Donc, Madame la Ministre, terminons ce samedi par un signal, encore une fois, qu'on enverrait aux entreprises en disant « Entreprises de France, n'ayons pas peur des mots, on vous aime, on est avec vous, créez des emplois ». Très bien. Donc, vous, Madame la Ministre, votre point de vue sur ces 2 amendements identiques. Voilà. Alors, quel plaidoyer. Monsieur le rapporteur, vous avez très bien rappelé l'historique de l'ACRE. Je voulais dire qu'effectivement, nous avions pensé, et c'était dans nos projets, qu'il était bien d'étendre à tous et pour 3 ans. Après, il ne faut pas être rigide dans la vie, il faut regarder les effets. Et on n'a pas forcément 100% des effets de ce qu'on a voulu quand on mène une action publique. Je crois qu'ici, tout le monde le comprend. Et donc, ce qu'on a observé, c'est 2 choses. Un, de très nombreux effets d'aubaine, et même des effets, je dirais, un peu pervers avec certaines petites entreprises qui poussaient leurs salariés à se mettre en auto-entrepreneur pour leur passer un contrat. Donc, et ça, c'est l'effet d'aubaine, pas simplement financière, mais qui est dangereux parce que ça dit, c'est pas le but. Le but, les auto-entrepreneurs, c'est bien une activité indépendante, ça n'est pas de transformer le salariat en auto-entrepreneur. Et la deuxième chose qu'on a observée, c'est qu'avec cette explosion en fait du recours à cette aide, on a créé du coup une distorsion de concurrence avec les autres travailleurs indépendants qui eux n'avaient pas les 3 années. Et donc, c'est très sensible, notamment dans le secteur de l'artisanat et du commerce. Donc, les 2 réunis, nous souhaitons effectivement modifier pour limiter de nouveau à 1 an cette exonération, qui est vraiment une aide au démarrage. En revanche, ceux qui seront rentrés en 2019 auront bien les 3 années, parce que vous l'évoquiez, il y a un problème de flux et de stock pour ceux qui sont entrés dans le dispositif et qui ont bâti leur démarche sur ce type-là, cette approche, on ne peut pas faire, c'est difficile de faire autrement. Donc,
l'alinéa 7 de l'article 80 supprime notamment la possibilité d'extension de cette exonération par voie réglementaire. Cette mesure de précaution, elle vise à s'assurer de l'effectivité de cette limitation. Donc je pense qu'au titre de l'impact financier qu'aurait une telle modulation, celle-ci devrait faire l'objet d'une approbation par le Parlement. Alors c'est moi qui vais vous renvoyer un petit peu la balle et je vous proposerai volontiers un retrait, mais c'est pas un espoir immense, mais je pense qu'on est assez d'accord sur le fond finalement. Merci. Donc Madame Taillé-Polian, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a quand même quelque chose que nous ne comprenons pas, puisque malgré le débat qui devait avoir lieu ici, et il aurait été, je pense, respectueux du rôle du Parlement d'attendre que nous eussions fini ce débat ici à l'Assemblée nationale ultérieurement, mais le gouvernement a publié il y a quelques jours un décret sur cette question, et qui viendra effectivement minorer les taux d'exonération initialement prévus en 2020 et 2021 dont auraient dû bénéficier les micro-entrepreneurs entrés dans le dispositif cette année. Je rappelle que les micro-entrepreneurs, comme le disait notre collègue rapporteur de la Commission des affaires sociales, c'est effectivement le statut des plus modestes, des plus précaires, puisque c'est le statut le plus simple. Alors oui, cette décision, elle relève du domaine du règlement, mais nous regrettons quand même qu'elle soit prise au milieu du débat parlementaire que nous avons maintenant et qui peut-être aura lieu ultérieurement à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, les personnes concernées ont vraisemblablement compté sur cette aide dans leur plan d'affaires, au taux initialement prévu. Donc il est vraiment regrettable que l'État revienne sur sa parole, regrettable et juridiquement risqué, puisqu'il nous semble que cela est contraire au principe d'espérance légitime. Donc nous convenons tous qu'il y a eu un élargissement qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc c'est tout à fait positif que le gouvernement revienne sur manifestement une erreur d'analyse assez importante, qui a des conséquences budgétaires importantes et qui ne touchait pas les plus précaires pour le coup. Mais de là à revenir sur des choses qui là aidaient les micro-entrepreneurs, c'est-à-dire les plus précaires, sur le taux d'aide, eh bien ça nous semble pas une bonne chose. Donc nous souhaitons maintenir l'amendement et vous en appeler à votre sagesse, notamment sur la question des risques juridiques. Bien. Merci. Monsieur Touraine, vous avez la parole, cher collègue. Oui, Monsieur le Président, c'est pour exprimer deux sujets d'étonnement. Le premier, souvent quand on lance un dispositif qui ne connaît pas beaucoup de succès, la tentation est grande de dire on s'est un peu trompé, on va le supprimer. Ou alors, dans le meilleur des cas, on va l'améliorer. Mais souvent, c'est le supprimer. Ici, on lance un dispositif et ça marche. Ça marche du tonnerre, alors il faut le supprimer. C'est le premier sujet d'étonnement. Le second, c'est l'espèce de radicalité dans vos positions, Madame la Ministre. Sur l'allocation chômage, vous avez laissé entendre, ce que je conteste depuis toujours, que certains chômeurs touchaient plus au chômage qu'en travaillant. Et partant de ce principe qui est faux, mais c'est un sophisme que vous avez établi, vous avez puni tous les chômeurs. 1 300 000 d'entre eux vont se trouver en difficulté. Certains n'auront même plus d'allocation chômage et leurs familles, leurs enfants vont en pâtir. Et puis là, un certain nombre d'effets d'aubaine relevés, sans doute, et avez-vous raison sur ce point, je n'ai pas la qualification nécessaire ni les moyens de vous contredire, mais il y a un certain nombre d'abus, d'utilisation qui ne sont pas légitimes du dispositif. Et vous nous dites, eh bien parce qu'il y a quelques abus, je supprime le dispositif. Voilà qui est radical, voilà qui est parfaitement injuste, voilà qui est parfaitement inexplicable, et voilà qui est intolérable pour ceux qui ont construit leur projet à partir des éléments dont ils disposaient, à partir de la parole de l'État qui devrait être sacrée et qui demande quand même un certain nombre de précautions avant de revenir dessus. Donc, avis défavorable du gouvernement, bien sûr, avis favorable de la commission, puisque ce sont deux amendements des commissions. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. On va passer au vote de l'article 80. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.
Vous avez donc suivi l'examen du budget 2020, le budget du travail, mais aussi les discussions sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, que les sénateurs ont souhaité remplacer par un impôt sur la fortune improductive. Je vous rappelle enfin que le projet de loi de finances 2020 sera voté demain dans l'hémicycle. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.